What is Richer? Alors, qu'est-ce que c'est que le programme Richer? C'est un acronyme qui dit donc pour une approche donc qui est réactive, intersectorielle, interdisciplinaire, fondée sur la communauté, axée sur la santé de l'enfant, l'éducation et la recherche. Alors, ce que nous avons voulu faire dans un quartier particulier de Vancouver, et l'idée vient de conversations que nous avons eues et au niveau communautaire, mais aussi avec Gilles et avec la fondation ici, pour essayer de voir ce que nous pourrions faire pour répondre à des besoins de développement précoce de l'enfant. Le contexte de cette initiative eh bien, dépend aussi du programme de recherche que nous avons développé, mais pour l'essentiel, on voit toujours donc des images très différentes de la Colombie-Britannique et de Vancouver en particulier. D'un côté, nous avons les taux d'immobilier les plus chers, les plus dispendieux. Nous avons un cadre extraordinaire avec la mer, la montagne et toutes sortes de services publics, et en même temps le taux de pauvreté infantile le plus élevé au Canada. Et ce quartier du centre-ville donc, dans lequel nous travaillons est reconnu comme l'un des plus défavorisés au Canada. Alors, certains d'entre vous entendront des informations à propos du Downtown East Side, donc c'est le quartier voisin de... Et une des premières choses que nous avons apprises en travaillant dans ce quartier-là, c'est que la résistance à se faire étiqueter comme étant cette population-là, n'est-ce pas, à cause de l'image publique négative, au fond. Mais les gens du quartier disaient, il faut nous voir autrement, nous ne sommes pas ça, nous ne voulons pas être réduits à cette image très négative donc, du Downtown East Side. Donc, dans notre analyse du quartier et des problèmes de santé, ce que nous avons essayé de faire avec le programme, c'était de leur donner un accès rapidement à des services aux familles défavorisées et des services offerts en collaboration. Nous avons donc développé cette initiative comme quelque chose qui était complémentaire des services déjà existants, parce que nous devions bien sûr travailler avec ces personnes-là, mais il fallait leur montrer aussi qu'il y avait aussi des choses particulières à faire pour répondre aux besoins spécifiques de cette population. Nous voulions donc travailler en collaboration, en partenariat pour améliorer, par exemple, contrer le décrochage scolaire, par exemple, et utiliser donc des indices sur les déterminants de la santé. Et nous voulions développer des services de transition pour les enfants et les jeunes vulnérables, parce que plusieurs des enfants étaient dépendaient au fond du ministère de la jeunesse, donc qui est l'équivalent du ministère de l'aide sociale. Et c'est cette collaboration que j'aimerais expliquer, montrer comment nous avons organisé les services pour atteindre ces objectifs. Donc, notre but au niveau de la recherche, eh bien, nous avons entrepris 7 études, dont plusieurs avec des partenaires en Ontario, mais nous avons surtout voulu mesurer les conditions qui contribuaient aux inégalités d'accès aux soins, mais aussi des inégalités au niveau des résultats pour la santé des enfants, et aussi expliquer les pratiques et les processus. Au fond, ce que nous faisons comme cliniciennes, dans notre façon de dialoguer avec nos homologues dans la collectivité, dans la façon dont nous fournissons les services qui permettent d'abattre les barrières sociales, donc les raisons pour lesquelles quelqu'un ne voudrait pas rencontrer donc un praticien ou pourquoi il n'irait pas demander donc de services sociaux. Alors les gens diront donc j'ai pas le temps, je ne peux pas me permettre ce genre de service. Alors c'est ces aspects de l'accessibilité que nous voulions examiner, et nous voulions aussi montrer, ou pouvoir démontrer, que ce que nous offrons comme solution alternative au modèle dominant de soins de santé permettait d'obtenir des résultats équivalents et à un niveau de qualité correspondant. Et nous voulions voir quelles étaient les caractéristiques d'une pratique qui permettait d'atteindre ce genre de résultats de qualité, ce qui permettait donc de changer l'expérience des familles. Et un dernier projet sur lequel nous travaillons toujours, c'est essayer de comprendre la façon dont la violence structurelle, et par là nous entendons des politiques, des procédures, des règlements,
crée des obstacles qui engendrent des inégalités. Nous voulions montrer comment cela se passe, comment cela affecte les soins, et cela revient donc à ce dont nous avons parlé hier à propos des lois qui disent vous pouvez faire telle chose, mais nous avons des pratiques qui en fait qui font que les gens n'ont pas accès à ces opportunités. Alors voilà, nous avons une population d'environ qui représente 8,5% des enfants de Vancouver. Alors, les études que nous avons faites comprennent des enfants autochtones. 30% donc du quartier sont des populations autochtones urbaines, des autochtones qui ont quitté leur réserve ou leur milieu ou leur territoire traditionnel pour venir en milieu urbain. Nous avons un tiers de nouveaux immigrants et d'autres familles pauvres. Nous avons... C'est un programme donc, qui est du centre de pédiatrie. Donc, le centre de pédiatrie est à 7 km. Donc, les familles n'y vont pas parce qu'ils doivent d'abord donc être référés pour pouvoir avoir accès à ces services. Alors, c'est donc un quartier qui, même si on prône l'accessibilité universelle, n'a même pas accès aux services primaires. Et là, ce qu'on veut, c'est des espaces que la communauté a identifiés comme sûrs, comme sécuritaires. Ils se sentent à l'aise d'aller pour recevoir des soins. Alors, pour nous, donc, les apports de la collectivité sont prioritaires. Donc, notre recherche est toujours vérifiée et validée par les organismes communautaires. Alors, nous avons parlé donc des déterminants sociaux, de la santé et de l'égalité en santé. Eh bien, j'aimerais souligner ici quand nous parlons de la distribution des ressources et du besoin de données pour justifier la répartition des ressources, tout le monde au Canada donc, donne de l'importance aux soins de santé. Tout le monde dit qu'il faut dépenser pour la santé. Mais quand nous regardons ce qui détermine la santé, bien, la santé ne correspond qu'à 25% de ce qui va donner donc, la bonne santé comme résultat. Je pense qu'on en a déjà fait état dans les conversations précédentes. Alors nous voulons utiliser ces données pour dire, dans notre pratique comme intervenant en santé, il faut que notre pratique tiennent compte de ces autres besoins. Il n'y a pas seulement l'aspect clinique, c'est l'aspect clinique, mais en lien avec la question du logement, la question du soutien à l'éducation. Donc, c'est la façon dont nous pouvons utiliser ces données. Alors, je ne vais pas expliquer chacun de ces points ici, mais les autres conférenciers ont dit qu'il est important d'utiliser l'indice de développement précoce pour comme indice donc de l'état des enfants à leur entrée à l'école. Nous avons utilisé ces données pour justifier nos interventions dans ce quartier. Ce quartier-là avait donc le taux de vulnérabilité le plus élevé, à 87%, donc de toute la province. Alors pour 2 mesures sur 3, donc du retard de développement précoce, et nous continuons d'utiliser ces critères. Et nous avons réduit cette vulnérabilité, nous avons réduite de 20%, donc à un moment où l'indice de vulnérabilité de la province, lui, a augmenté. Donc, dans le reste de la province, cet indice de vulnérabilité a augmenté. Dans ce quartier-là, nous avons réussi à le réduire de 20%, et je pense que notre approche intersectorielle est efficace. Nous avons aussi mesuré la qualité des soins, mais je veux aussi vous parler des structures d'organisation. C'est donc notre quartier. Là, vous avez la flèche verte, donc plus c'est foncé, plus la vulnérabilité est élevée. C'est ce que nous avons commencé, et voici où nous en sommes maintenant. Alors, une des choses que j'aimerais souligner, c'est la façon dont les soins sont fournis. Donc, cela est la condition indispensable, le processus de prestation des soins. Alors, où que nous soyons, quand nous entrons en interaction, nous accueillons donc la culture et les valeurs sous-jacentes de nos
vis-à-vis. Nous voyons que la qualité d'intervention interpersonnelle du clinicien est directement rattachée à l'effet libérateur pour le patient, l'effet d'autonomisation pour le patient. Donc, le fait de pouvoir être respecté, le fait de voir que son opinion est prise en compte. Alors, pour nous, nous traitons avec des enfants et avec des familles, et il y a toutes sortes de diagnostics, évidemment, et nous voulions avoir quelque chose qui permette d'exprimer le souci des parents de comprendre ce qu'a leur enfant et qu'ils peuvent vraiment l'aider. Alors que le parent puisse savoir, je sais maintenant quoi faire, à qui aller et comment je peux faire appel à d'autres. Et nous avons réussi à faire cela à travers différentes formes de partenariat. Ça, c'est évidemment notre organigramme qui est très chargé ici, mais en haut à droite, vous voyez cette photo d'une table. Et c'est une des choses que la collectivité a exigé de nous dès le début du processus. Nous sommes allés les trouver pour leur dire, écoutez, il y a toutes sortes de problèmes dans ce quartier-ci. Vous n'avez pas accès à tous les services cliniques dont vous auriez besoin et nous voulons travailler avec vous pour cela. Ils nous ont dit, d'accord, vous pouvez travailler avec nous à condition de nous mettre dans le coup. Nous voulons être impliqués dans tous les aspects de l'organisation de ce modèle. Nous avons donc mis sur pied cette table communautaire qui se réunit toutes les semaines, 50 semaines par année, et elle le fait maintenant depuis 11 ans. Et cette table est une table ouverte où viennent les cliniciens. Nous pouvons avoir des chefs leaders d'organisation, mais les organismes communautaires avec lesquels nous travaillons sont là et elles vont mettre les problèmes sur la table et nous vont dire nous nous inquiétons de tel groupe d'enfants. Est-ce qu'il est possible de régler tel ou tel problème? Dans telle école, les profs ne travaillent pas avec les parents d'une façon qui soit vraiment efficace. Pouvez-vous nous aider à faire avancer donc le dialogue avec eux? Alors la table. D'autres conférenciers ont parlé de l'importance de la gouvernance. Bien, pour nous, c'est notre façon donc, de rendre des comptes à la collectivité. La collectivité nous a dit aussi que si nous travaillons en partenariat, nous travaillons en partenariat avec des organisations qui ont leur propre mécanisme de reddition de comptes ou d'imputabilité. Donc, alors, ils ont leur conseil d'administration, ils sont membres de la collectivité et ces organisations partagent les mêmes objectifs que nous, de développer donc un quartier qui soit en bonne santé et au service des enfants et des familles. Alors, tout ce modèle est avant tout donc une affaire de collaboration vécue en partenariat et en nous rendant compte les uns aux autres. Il me reste 2 minutes, alors c'est ça. Quand nous avons commencé, nous étions avant tout motivés par le souci d'améliorer le développement précoce de l'enfant pour que l'enfant puisse réussir mieux. Avec le développement de notre initiative, à mesure que nous sommes implantés dans la collectivité, nous avons travaillé à incorporer d'autres ressources avec d'autres groupes communautaires pour nous attaquer aux problèmes que nous avons identifiés. Nos jeunes, donc, nous voulons soutenir les jeunes pour vivre la transition vers l'âge adulte et aussi pour qu'ils réussissent dans leur communauté. Et nous voulons qu'ils comprennent bien que la communauté est là pour eux, pour les appuyer et pour les aider à réussir. Et ça, c'est notre énoncé de principe qui dit comment. Donc, les jeunes ne sont pas un problème à gérer, ils sont une ressource à développer. Voilà, merci beaucoup.